Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 9e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, déjà 9 épisodes, c'est vraiment bon. Donc, pour l'invité du 9e, on reçoit nul autre que Yves Lantier, dont HockeyFan514 sur TikTok. Salut Yves! Hey, salut John, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, John, 5e saison, comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien pour vrai! T'aimes ça ton projet par rapport à... Ben, toi, je pense que tu fais le sport en général, je sais pas erreur? Ouais, c'est ça, je fais le sport général. Puis t'aimes ça jusqu'à date, là, les 4 premières saisons, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Nice. Fait que tu peux commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Eh bien, bonjour tout le monde, si jamais vous ne me connaissez pas. HockeyFan514, je suis présent entre autres sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, toujours au nom d'HockeyFan514. Je ne vous cacherai pas que dans la dernière année, beaucoup moins actif sur TikTok. Puis c'est le fun parce que, tu sais, je ne sais pas si tu t'en souviens, John, mais là, 5 ans, on s'en était parlé un peu. Ouais. Je faisais partie peut-être des premiers francophones à parler de hockey sur l'application TikTok, mais vraiment juste hockey. Là, tu sais, je ne faisais pas d'autres choses. Puis j'ai vu avec les années, il y a de plus en plus, dont toi, il y a de plus en plus de gens qui parlent de hockey. Puis je trouve ça le fun parce que on dirait que ça a comme poussé les Québécois à se lancer sur les réseaux sociaux pour parler de hockey. Tu sais, il y en a plein qui le font en anglais, mais en français, on n'en avait pas beaucoup. Et là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se démarquer puis qui poussent de plus en plus. Puis ça, ben, je trouve ça le fun. Fait que si HockeyFan514 a permis à certains de se découvrir une passion dans la communication, moi, je suis vraiment heureux. Ah, c'est bon ça. Je sais qu'on va commencer par la première question. OK, on sait très bien que du côté de la Ligue nationale de hockey, Bonjour. Ouais. Je sais pas, peut-être que je lag de mon côté, là, je sais pas. Là. OK, Moutou, ça avait lagué. Fait qu'on va commencer par la première question. Parmi la Ligue nationale de hockey, on sait qu'il y a eu beaucoup de signatures et des plus grosses pertes. Selon toi, c'est quoi les 3 plus grands perdants de la saison morte et les 3 gagnants de la saison morte parmi les acquisitions ou les pertes? Wow. Écoute,
Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est facile de définir qui va gagner, qui va perdre. Ça dépend où ce que tu es dans ton plan. Là. Je veux dire, il y a des équipes qui veulent absolument y aller pour un bas de classement. Fait que, c'est peut-être dans leur intention de laisser partir. Moi, j'ai été surpris de quelque chose. Je ne vais pas les établir comme perdants, mais j'ai été surpris de la valeur qu'on avait par rapport à Trevor Zegras. Parce que Trevor Zegras, je croyais honnêtement qu'il valait peut-être quelque chose de plus. Puis finalement, il est sorti pour très peu. Je me tourne du côté des Jets de Winnipeg, puis de perdre un gars comme Heller, pour moi, c'est une très grosse perte qu'on va avoir du côté de Winnipeg parce que c'est un gars qui pouvait jouer autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. Puis ça, ben, j'ai de la difficulté à voir comment est-ce qu'on va être capable de combler ça du côté de Winnipeg. Les Rangers, je ne sais pas pourquoi, mais K'Andre Miller, je pensais que c'était sa carrière avec les Rangers. Finalement, non. J'ai été surpris par rapport à ça. Puis à la limite déçu par les moves des Rangers, qui est une équipe que je ne sais pas où ils s'en vont, littéralement. Là, j'ai aucune idée. Là. OK. Moi, honnêtement, la première équipe qui, selon moi, sont perdants, je vais avec les Rangers de New York. C'est sûr qu'ils ont perdu K'Andre Miller, ils ont perdu aussi Chris Kreider aussi. Du côté des Rangers. Comme tu dis, on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont, cette équipe-là. Puis dire que cette organisation-là, il avait fini premier de la ligue, puis là, je sais que là, ils ont manqué les séries un petit peu. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les Rangers, mais ça m'étonnerait. Je veux avoir ton opinion. Donne-moi ton opinion par rapport à une signature d'un gros contrat comme ça avec Shesterkin. Tu sais, les gardiens, tu bâtis pas tant ton équipe alentour d'un gardien, non? Non, honnêtement, non. Puis moi, je trouve qu'à l'avenir, ça va être un mauvais contrat pour Shesterkin. Puis même aussi un gardien de but, 11 millions, comme peu importe le gardien de but, je trouve que c'est quand même assez cher. Il aurait pu donner ce 11 millions-là à un joueur qui se démarque totalement et non un gardien de but. Là. Mais tu dis à 11 millions, je pense que tu es capable de te payer assez aisément un gars de première ligne. Là. Fait ouais, c'est ça. Là, tu sais, un gardien, je ne sais pas à quel point tu. Ben, le Canadien a fait l'expérience de bâtir en l'entour de Carey Price. Je ne sais pas à quel point c'est un bon move à faire parce que tu sais, souvent, ce qu'on disait, c'était qu'il n'y avait personne pour marquer des buts. Carey ne pouvait pas y aller à sa place. Ouais, c'est ça. Les Rangers, je ne sais pas. C'est un gros point d'interrogation. Mais les Rangers, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Puis même aussi, je me pose des questions. Est-ce que les Rangers vont faire les séries? Ça, je ne sais pas. C'est un point d'interrogation, cette équipe-là. Ouais, puis le vestiaire, il a l'air un peu bizarre. Ouais! Hey, même les propriétaires, là, je ne sais pas si tu connais un peu les propriétaires, c'est le Madison Square Garden Entertainment, là, je ne sais pas trop quoi. Comment? Je sais que Drury est des Rangers. Exact, mais le groupe MSG, c'est le groupe, dans le fond, qui possède non seulement le Madison Square Garden, mais l'organisation des Rangers, puis même la télé qui publie les matchs des Rangers. Puis ils sont excessivement contrôlants, là, ça n'a aucun sens. Je sais pas, c'est une organisation que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un bon vibe alentour de cette équipe-là, à partir des propriétaires jusqu'en bas. Puis Drury, j'ai l'impression qu'il est pogné comme entre les deux. Là. Ah, c'est possible aussi. Je sais qu'aussi, il y avait... Je sais qu'il avait aussi prolongé Chris Drury aussi, puis je sais qu'il avait aussi congédié Peter Laviolette, dans le fond. Ouais, ben il a mis, c'est tout le temps la faute du coach hein, quand on fait pas ici. C'est pas de la faute du reste de l'organisation, c'est le coach qui est à blâmer. c'est vrai. Sinon, une autre équipe qui, selon moi, sont perdants suite à la saison morte, je vais avec les Islanders de New York. Je pense que, ben honnêtement, après avoir perdu Noah Dobson, oui, ils ont reçu 2 choix de première ronde, mais ils ont reçu Emil Heinemann. Leurs retours ne sont pas fameux non plus. Là. Ouais, je pense que les Islanders vont miser sur le repêchage beaucoup. Là, puis, moi, je ne connais pas énormément les prospects, mais je regarde les gens qui évaluent les banques de prospects des équipes. Puis souvent, ils établissent les Islanders comme étant une bonne base de prospects. Fait que je pense que c'est ça leur percée, c'est ça leur vue. Ouais, mais c'est sûr que là, à court terme, c'est pas gagnant d'avoir perdu Noah Dobson. Ouais, exactement. Sinon, une autre équipe qui, selon moi, je trouve qui pourrait être perdante suite à ça, je vois que les Sabres de Buffalo, pourquoi? Écoute, ils ont peut-être perdu J.J. Peterka, mais ils n'ont pas vraiment eu grand-chose non plus. À moins que les joueurs se développent, mais ça n'a pas été fameux non plus. Je sais qu'ils ont aussi été chercher Alex Lyon, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Lyon. Peut-être qu'il peut aider Pekka Luukkonen, mais ça reste à voir. Hein. Moi, ce que j'ai hâte de voir, si je ne fais pas erreur, c'est dans l'échange de Peterka que Josh Dunn a été échangé. Oui.
Puis, tu sais, Josh Dunn, c'était un bon prospect offensif. Là. Peterka, ce que j'ai lu de lui, c'est que c'est un gars qui est capable de déranger en plus d'être offensif. Tandis que Josh Dunn, je pense pas que ça soit cette gimmick-là. Mais ça va être intéressant de voir comment ils vont développer leur gars du côté de Buffalo. Puis s'ils réussissent à faire de Josh Dunn un joueur quand même dominant, ils vont peut-être être capables de faire oublier cette transaction-là. Sauf que s'ils ne se développent pas, par exemple, là, ils vont se mordre les doigts comme ils font depuis 20 ans. Genre. C'est ça. Fait que c'est ça, je les mets un peu perdants, mais peut-être que je peux me tromper, mais peut-être que je peux avoir raison suite à Buffalo. Sinon, tu y vas-tu ou j'y vais? Là, toutes mes excuses, ça a lagué. J'ai pas entendu ce que tu as posé comme question. OK. Les 3 gagnants, est-ce que tu y vas ou j'y vais pour les... Je peux y aller si tu veux. Du côté des gagnants, moi, ce que j'établirais, c'est peut-être... Tu sais, comme les Ducks, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait comme move. L'addition de Granlund puis de Kreider, un marqueur naturel. Granlund, c'est un gars qui peut renforcer. Ils ont perdu Trevor Zegras là-dedans, mais tu regardes leur ligne de centre, puis elle n'est pas à plaindre. Ils ont quand même Strome, ils ont quand même Carlson, puis McTavish qui n'est pas négligeable non plus. Et Ryan Pelling maintenant, qui va être sur le 4e trio. Et je pense que c'est un bon centre de 4e trio. Ben oui, certain. Je pense qu'ils ont fait des belles acquisitions. Puis c'est Mrazek, si je ne fais pas erreur, qu'on a embauché du côté de Anaheim. Ouais, d'Anaheim à Vlandir comme goaler, non? Ouais. Je pense quand même un gardien de but d'expérience qui peut être intéressant parce que Dostal a été surprenant l'année passée. En tout cas, pour moi, il a été surprenant. Mais c'était quand même pas un gardien de but non plus qui a une expérience à n'en plus finir. Sinon, j'ai pas vraiment le choix. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille avec le Canadien qui a fait quand même des moves qui sont importants. L'acquisition d'un défenseur, un droitier, puis même qu'il tombe à être le premier défenseur du Canadien en Noah Dobson, c'est quand même une très grosse addition. Là. Dans ton top 4, tu as perdu David Savard qui était bottom, peut-être même 7e défenseur-ish, là, tu sais. Et tu le remplaces par Noah Dobson qui tombe à être ton premier défenseur. Et Bolduc, je sais pas, peut-être tu le connais un peu plus que moi, je le connais, mais première saison quand même intéressante, 19 buts, c'est un joueur qui est capable de marquer des buts. Oui, effectivement. Puis je sais qu'avec les remparts, il y a vraiment été une dominance, là, surtout avec Nathan Gaucher, avec les séries 2023 du côté des remparts. Ça a vraiment été une domination. Puis je sais qu'aussi avec les Blues, il a quand même offert des bons services. Fait que honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne action pour le Canadien. Puis serais-tu capable de me dire si Bolduc, ça peut être aussi, je sais ça peut être un bon marqueur, mais ça peut-tu être un playmaker? Pour le moment, ça, je l'ai pas trop remarqué, mais je sais que ça peut être un élément qui peut vraiment aider suite à l'équipe. Oui, puis j'ai hâte de voir, parce que semble-t-il qu'il a déjà joué au centre. J'ai cru comprendre que c'était Junior qui a joué un petit peu au centre. Fait que peut-être que, tu sais, je sais qu'ils ont mentionné quand même assez clairement Gorton et Kent Hughes qui veulent comme avoir, un peu comme les Panthers avec Reinhard Barkov, ils veulent avoir comme un gars qui est capable de prendre à gauche, un gars qui est capable de prendre à droite les mises au jeu. Je pense que le Canadien a fait des belles acquisitions. Puis les derniers, moi, j'y vais y aller avec les Hurricanes. Les Hurricanes, honnêtement, l'addition d'LR, justement, puis l'addition de K'Andre Miller, on perd, mais on gagne. Puis je pense qu'ils ont été chercher des gars d'impact cette année. Oui, exactement. Puis je suis vraiment très d'accord avec toi là-dessus. Moi, selon moi, je crois que les gagnants dans la saison morte, selon moi, les Canadiens de Montréal, selon moi, c'est un des plus gros clubs qui ont remporté ça. Surtout avec l'action de Noah Dobson, Zachary Bolduc, je sais qu'ils ont acquis un peu de profondeur aussi à Montréal. Je pense que selon moi, la reconstruction elle commence à prendre fin suite à cette équipe-là. Je me demande, je ne sais pas s'ils vont faire les séries. S'ils les font, peut-être, c'est possible, mais c'est possible aussi qu'ils les font pas, mais je ne penserais pas qu'ils vont finir dans les bas-fonds. Là. Ça m'étonnerait vraiment gros, là. À moins qu'il y ait beaucoup de blessures. Mais on ne sait jamais. Mais je pense que oui, honnêtement, selon moi, les Canadiens, c'est une équipe qui sont vraiment gagnants. Sinon, les Hurricanes de la Caroline, comme tu dis, avec l'ajout de Nicolas Ehlers, K'Andre Miller, qui a vraiment été des atouts pour les Hurricanes, puis ça peut peut-être aider aussi l'organisation des Hurricanes à push up un peu, peut-être pour les séries aussi. Peut-être la finale un jour. Ouais, peut-être. Fait que c'est ça. Sinon, une autre équipe qui, selon moi,
qui font partie des gagnants, selon moi, je vais avec les Golden Knights de Vegas. Même si j'aime pas les Golden Knights, ça me fait mal de dire ça. Mais je pense, honnêtement, ils sont vraiment gagnants, surtout avec l'acquisition de Mitch Marner qui a vraiment aidé. Je pense que Vegas, d'après moi, ils vont connaître une excellente saison. Le point d'interrogation, par exemple, du côté de Marner, c'est les séries, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, ben, en série avec Toronto, dans le fond. Ben, écoute, honnêtement, cette année, c'était pas si mal. Là, j'en ris, mais c'est pas vrai. Là. Mais Okay. cette année, honnêtement, c'était quand même pas si mal parce que Mitch Marner, je me rappelle moi aussi que ben, lui, Austin Matthews, c'était des joueurs qui disparaissaient en séries éliminatoires. Mais à la fin de la journée, c'est aussi tes gars qui sont les plus surveillés. Fait que ça, c'est le symptôme de ton équipe n'a pas de profondeur. C'est tes joueurs vedettes qui vont écoper le plus. Mais dans le cas de Mitch Marner, il me semble, là, j'essaie de trouver ses statistiques vite de série cette année. Là, puis il me semble que c'était quand même pas. Ben, c'est ça, tu vois, 13 points en 13 matchs. C'est quand même pas mauvais. Bon, là. C'est ça, là, c'est bon. Là. Pour un gars que, ben, malgré que, tu vois, en série, non, il est peut-être irrégulier dans sa production, mais je vois le 14 points en 11 matchs, 8 points en 7 matchs. Pas si pire. Finalement, il n'est pas si mal. Pas si pire. Mais il reste que tu as raison, il disparaissait. Puis Austin Matthews aussi, il disparaissait beaucoup. Puis Toronto, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on n'arrivera à rien avec ce corps-là. Ben, je sais pas. Ben, peut-être si on perdu Marner, peut-être que ça peut peut-être un petit peu brasser Toronto aussi. Je sais qu'aussi, il y a aussi Matthew Nice aussi qui commence à progresser et évoluer aussi avec Toronto. Je sais qu'aussi en série, il est vraiment très performant aussi. Hein. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un jeune qu'on apprend. Ben, un jeune, je ne sais plus, il doit être à mi-vingtaine probablement. Là. Ouais. C'est un gars que plus que ça va, puis plus qu'il est capable de vraiment faire sa place offensivement dans la ligue. Puis ça, ben, je pense que c'est à leur avantage parce qu'en quelque part, c'est même beau d'avoir Austin Matthews, mais il faut aller aussi quelqu'un qui est capable de jouer avec. Là. C'est ça. C'est le fun d'avoir une ligne, mais il faut quand même que tu ailles des gars. Puis ils ont fait une acquisition qui est peut-être une acquisition un peu moins connue, mais que moi, je peux peut-être parler un peu, qui est Mathias Maccelli. Mathias Maccelli qui évoluait anciennement du côté des Coyotes. C'est un joueur qui est un petit joueur, mais très offensif, puis il aime la possession de rondelles. Fait que ça va être intéressant d'avoir des gars qui sont capables de créer des jeux pour Austin Matthews. On perd un joueur qui est capital en Marner, mais je crois quand même qu'on essaie de créer une dynamique différente qui pourrait peut-être rapporter, qui sait. Exactement. Là. Maintenant, pour la prochaine question, selon toi, parmi les équipes qui ont fait les séries en 2025, quelle équipe qui tu crois qui vont manquer les séries en 2026, dans ceux qui ont fait les séries en 2025? Je me sentirais mal de le dire par rapport aux Canadiens parce que je me dis, ils se sont améliorés, mais reste que méritaient-ils vraiment 100% leur place en séries éliminatoires? J'ai mis un certain doute. Parce que c'est une équipe qu'elle a poussé beaucoup, mais elle a aussi bénéficié des malchances des autres organisations. C'est là où moi, j'ai hâte de voir si le Canadien va être capable de garder ce fameux push-là parce qu'ils ont pogné comme, après les 4 nations, méga push. Après ça, ça l'a retombé. Puis, tu sais, ça, c'est de jouer avec le feu. L'équipe du Canadien de Montréal est une équipe qui a encore des joueurs à former. Là, fait que je pense qu'un gars comme Demidov, dans une couple d'années, va être ultra dominant. Je ne sais pas si on va voir des gars comme Owen Beck jouer, mais si c'est le cas, il faut qu'il se développe encore. Fait que je pense que le Canadien a encore certaines expériences. Puis, même s'ils ne sont pas en série, je pense qu'ils vont être dans la course aux séries. Mais c'est peut-être une équipe que moi, je vois comme étant incertaine pour la prochaine année. OK. Moi aussi, je sais que je vais en nommer 3 parce que j'en ai 3. Vas-y. C'est bon. Écoute, la première équipe, je vais avec le Canadien de Montréal. Oui, ils ont fait des bons acquisitions. Mais je pense qu'ils vont manquer les séries. D'après moi, je les avais mis 6e dans la division Atlantique, mais ça va plus se battre pour une place en série. Là. Ça va être très proche. Moi, je pense réellement le Canadien de Montréal. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de centre numéro 2 encore. Oui, ils ont un bon centre numéro 1, ils ont une bonne ligne, mais il leur manque encore des bons éléments du côté du Canadien de Montréal. Je pense que c'est ça. Deuxième équipe, selon moi, je vais peut-être en surprendre un peu. Je vais avec les Centeurs d'Ottawa. Oui, ils ont connu une bonne saison l'année passée. Est-ce que ça va être le cas pour 2026? Ça, je ne sais pas du côté d'Ottawa, parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup d'équipes qui avaient fait les séries de si peu qu'on pensait qu'ils sortaient de reconstruction, mais
une saison après, manquaient les séries. J'ai hâte OK. de voir j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour les Centaures d'Ottawa. Un Tu autre penses pas aussi. l'acquisition de l'harceleur va tout changer? Non. Non, je pense pas. Mais selon moi, je pense que les Centaures d'Ottawa vont plus manquer les séries, mais de si peu, là, de quelques points, là, d'après moi. Un peu comme le Canadien, finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je comprends. Sinon, une autre équipe qui, selon moi, pourrait manquer les séries, je vais peut-être en surprendre une coupe, mais je vais y aller avec le Wild du Minnesota. Surtout que le Wild, ils ont souvent tendance à avoir beaucoup de blessures. C'est pas une équipe qui sont vraiment solides non plus. Je sais qu'aussi Gustafsson, l'année passée, en saison, il avait connu des performances assez un petit peu difficiles, par exemple. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le Wild cette année. Puis en plus que Fleury, il a pris sa retraite. Fait que, Ouais, c'était quand même c'est un élément qui est important dans le vestiaire, mais je sais pas à quel point il a contribué largement au succès du Wild. Là. ouais, c'est ça. Il était auxiliaire, là, il était pas tant présent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça serait ça, mes trois choix. Selon... Les Islanders? Hmm? Ben, pas en série. L'année passée. Oh, ouais. il était pas en série. Non, c'est ça, je pense que c'est 2024, excuse. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Pas trop. Selon toi, quelles équipes qui étaient pas en série en 2025 et qui vont les faire en 2026, selon toi? Eh, boy. Les Rangers, il faudrait bien qu'ils retournent en séries éliminatoires. Ils ont tellement de talent dans cette équipe-là, puis je comprends pas que c'est une équipe qui sont pas capables de faire les playoffs. Moi, je me dis que c'est une organisation que il y a du talent offensivement, il y a du talent défensivement, ils ont un gardien en or, puis on dirait qu'ils sont capables d'être bons, sont capables de dominer. Fait c'est une équipe que je crois qui pourrait être en série, puis peut-être les Red Wings de Détroit. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus en série. Il y a des jeunes là-dedans qui se sont formés avec le temps, puis défensive, mais tu as quand même, selon moi, tu as des bons noms dans cette équipe-là. Si je pense à Raymond, si je pense à Sider, si je pense à Dylan Larkin. Fait que c'est une équipe avec Patrick Kane qui a le leadership. À un moment donné, ils vont peut-être réussir à retourner en séries éliminatoires. Fait que je serais porté à dire que si j'ai à faire sortir le Canadien, c'est une de ces équipes-là qui pourrait prendre la place en série. Exactement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je sais qu'aussi j'en ai trois aussi. Des équipes qui, selon moi, qui étaient hors série, qui vont les faire. La première équipe, selon moi, je joue avec les Red Wings de Détroit. Je sais qu'ils ont des excellents vétérans, ils ont des excellents jeunes aussi. Je sais qu'aussi Marco Casper, Nate Danielson aussi peut faire l'alignement aussi des Red Wings et se développer aussi. On parle aussi de Lucas Raymond, Sider aussi. Je sais qu'aussi ils ont été chercher John Gibson, qui est un excellente acquisition du côté des Red Wings. Sinon aussi, excellent coach aussi en Todd McLellan qui est capable de faire sortir des reconstructions. Il a réussi à le faire avec les Oilers et les Kings. Fait que pourquoi pas avec les Red Wings. C'est un bon point. Puis c'est vrai, de John Gibson, tu fais bien de le souligner parce que finalement, on a peut-être un gardien partant, là, un gardien vraiment plus solide. Fait que le tandem Gibson-Talbot a du sens, selon moi. Exactement. Le prochain club qui, selon moi, pourrait faire les séries, je vais peut-être en surprendre une coupe. Mais je pense que je vois que les Ducks, ça peut peut-être débloquer cette année. Mais on fait des belles acquisitions, je te le donne. Exactement. Je sais qu'ils ont des bons vétérans, ils ont des bons jeunes aussi, mais sans oublier aussi qu'ils ont été chercher un excellent coach en Joel Kenville qui a une mentalité de gagnant, surtout qui a remporté 3 Coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Déjà aussi que... C'est lui qui avait relancé beaucoup les Panthers. Je sais même qu'il n'a pas gagné la coupe avec les autres. Là. Mais avant le scandale, c'était lui qui était coach. Puis l'équipe roulait bien. Là. C'est ça. S'il était capable de le faire avec les Panthers, il peut le faire aussi avec les Ducks. Fait que, je mets les Ducks parmi les équipes qui pourraient rentrer en série. Sinon, une autre équipe qui, selon moi, vont faire les séries, j'y vais avec les Blue Jackets de Columbus. L'année passée, ils ont passé poussé en fin d'année. Ils ont poussé en fin d'année. Puis je pense que ils ont des excellents éléments, ils ont des excellents jeunes. Je pense que Columbus peut faire les séries. D'après moi, ils vont
ils vont plus se battre pour une place en série, mais peut avoir un bon spot pour faire les séries en 2026, selon moi. Mais moi, le point que je vais te donner du côté de Columbus, c'est que c'est une équipe qui a montré tellement de caractère l'année passée, mais la question que je me pose, c'est que c'était probablement beaucoup inspiré là, du défunt Johnny Gaudreau. Fait que je ne sais pas à quel point cette équipe-là, ils payent très cher leurs défenseurs, ils ont une défensive qui a du sens, mais offensivement, je ne sais pas à quel point c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. Fait que, je comprends que tu es capable de jouer un système défensif. Des fois, leurs gardiens sont un peu coup-ci, coup-ça. Fait que j'émets un certain doute, mais ça serait une belle surprise, par exemple, d'avoir les Blue Jackets en playoff. Exactement. Selon toi, dans un avenir rapproché, quelle équipe qui pourrait entamer une reconstruction ou être vers la fin d'une ère, en voulant dire que l'équipe commence à descendre, qui va pour une last run en série? Là, je sais pas, là, mais c'est peut-être même déjà commencé, mais les Penguins de Pittsburgh, là, je comprends qu'on ne fait pas partir pour l'instant, c'est Nick Crosby. Peut-être qu'on veut qu'il joue toute sa carrière avec la même équipe. On fait des additions ici et là pour essayer de garder l'équipe la plus compétitive possible. Mais c'est une équipe qui rush, là. Puis, je veux dire, moi, je pense pas que leurs belles années sont devant eux. Là. Je pense qu'ils sont pas mal derrière eux. Fait que, d'après moi, c'est une organisation qui est dans son déclin, là, tranquillement, mais sûrement. Parce que je sais pas à quel point, je connais peut-être un peu moins les espoirs là, du côté de Pittsburgh, mais je sais pas à quel point ils ont une banque qui est super intéressante au niveau des espoirs. Non, ben honnêtement, ils n'ont pas des bons espoirs du côté des Pingouins. Je pense qu'ils ont, dans le passé, les Pingouins ils ont plus bâti une équipe compétitive. La plupart du temps, ils échangeaient souvent leur choix de première ronde pour aller chercher des vétérans parce que l'équipe voulait être compétitive. Puis il voulait surtout entourer Sidney Crosby. C'est beaucoup ça qu'ils voulaient faire. Puis je pense que malheureusement, ils ont hypothéqué leur avenir à faire ça. Puis encore cette année, il y avait des rumeurs. Là, on se rappelle, c'est là 1 an ou 2, je ne me rappelle plus trop, là, Evgeny Malkin, on ne voulait pas le renouveler. Puis finalement, c'était Crosby qui avait fait les appels pour qu'on re-signe Malkin. Mais on a encore des rumeurs là, que Malkin, on voudrait le laisser partir. S'il faut que ça arrive, je veux dire, cette équipe-là est pas vide, là, mais c'est quand même une équipe, selon moi, qui est sur son déclin. Là. Puis, ça fait partie peut-être même des meilleures organisations des années 2000-2010. Fait que, 2010-2020, je ne sais pas trop. Là. Mais ça a été une des très grosses équipes et je pense qu'on s'en va vers la fin là, du côté des Penguins de Pittsburgh. Ouais, c'est sûr. Puis, c'est sûr que du côté des Penguins, je sais qu'ils ont Crosby, ils ont Malkin, ils ont le temps qui commence à vieillir. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, faut s'attendre aussi que les Pingouins ils vont connaître une reconstruction. C'est sûr, s'ils vont chercher beaucoup de bons jeunes, puis ils vont chercher beaucoup de choix de première ronde, ça peut aider, mais pour le moment, les Pingouins, ça va être très, très difficile. Et une longue reconstruction si ça continue à être comme ça, dans le fond. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est pris un peu dernière minute. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'aussi, une équipe qui pourrait être vers la fin pour une last run en série, je vois que le Lightning de Tampa Bay. Je pense que Tampa Bay, il peut être compétitif encore cette année, mais je pense que cette année, ça va être leur dernière année pour être en série. Je sais qu'ils ont perdu beaucoup de bons éléments, ils ont perdu beaucoup de profondeur. Du côté du Lightning de Tampa Bay. Sinon, une autre équipe qui pourrait entamer une reconstruction, j'y vais avec les Prédateurs de Nashville. Oui. Honnêtement, oui. Pourquoi? Écoutez, ils ont été chercher des vétérans, mais rien n'a fonctionné du côté de Nashville. Je pense que Chic aussi, ils n'ont pas fait grand-chose. Peut-être aussi parce qu'ils veulent échanger Stamkos ou Marchessault pour avoir de la valeur aussi. Parce qu'on sait très bien, Nashville, rien n'a fonctionné. Puis ça m'étonnerait. Dans quel monde, là, il y a 5 ans, je t'aurais dit qu'une équipe va regrouper genre Jonathan Marchessault, Steven Stamkos, Philippe Forsberg, Ryan O'Reilly, puis ils ne feront pas les séries. Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans, tu aurais dit que c'est impossible. Voyons donc, cette équipe-là va faire les séries. C'est fou de voir à quel point il n'y a rien qui a marché à Nashville, mais vraiment absolument rien. Hey, Justin Barron, premier pairing. Tu sais, shout-out à lui, là, mais je veux dire, c'est pas, en tout cas à mon sens, c'est pas un défenseur de premier pairing. Ah, c'est sûr. Mais Nashville aussi, moi je m'attendais pas à ce qu'ils
soit dans les bas-fonds. Je m'attendais même pas. Moi, je pensais qu'il aurait fini dernier là, suite à ces acquisitions-là. Je sais qu'au début de la saison, il y a eu des bouts qui étaient 32e aussi. Il était dans les bas-fonds de classement. Moi, je pense, ben honnêtement, Nashville, c'est une équipe qui va entamer une reconstruction. J'ai hâte de voir comment ils vont bâtir cette organisation-là, parce qu'on sait que Nashville, par les années passées, on dirait qu'ils repêchaient beaucoup des défenseurs. Ils aimaient ça développer des défenseurs, puis ils faisaient bien. Là, je veux dire, ils ont développé de très bons défenseurs. Puis gardien. Moi, le souvenir que j'ai des Prédateurs, ils ont toujours eu un bon gardien dans cette équipe-là. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Il va falloir à un moment donné qu'ils développent aussi au niveau de l'attaque. Est-ce qu'ils vont laisser partir tous ces gars-là qui ont signé à gros contrats? Comment ils vont faire pour s'en départir? Parce qu'ils n'ont pas connu des bonnes saisons, puis ils coûtent cher. J'ai hâte de voir comment ça va se passer du côté de Nashville. Oui, exactement. Selon toi, quelle équipe qui pourrait remporter la Coupe en 2026? Hey, on peut-tu la donner aux Stars? Non, mais maintenant, il va falloir qu'ils en gagnent une, je peux pas croire. Année après année, c'est une équipe que je suis comme, ils vont pour la coupe, puis finalement, ça marche jamais. Les Stars de Dallas, c'est une équipe que moi, j'ai de la misère à leur trouver des faiblesses, pas des jokes, là. C'est une équipe qui a de la profondeur, qui est capable de marquer des buts, jouer défensivement. Tu as des joueurs bons à peu près à toutes les positions. Là, ils font l'acquisition de Mikko Rantanen, puis pourtant, ils réussissent pas à passer les foutus Oilers. Ça, là, c'est cruel comme ça n'a pas de sens. Fait qu'à un moment donné, je pense que les Stars, ça va être leur tour. Je peux pas croire. À un moment donné, ils vont bien réussir à gagner la coupe. Exactement, là. Moi, honnêtement, j'aimerais bien les Oilers d'Edmonton. Je sais qu'ils ont manqué deux chances. Moi, honnêtement, peut-être que je vais peut-être la donner aux Oilers, mais je pense que ça va plus être leur dernière chance pour essayer de la gagner. Je sais qu'ils ont essayé d'avoir des opportunités de remporter la coupe, mais se faisaient tout le temps stopper par les maudits Panthers. mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2026. Je sais que, d'après moi, Dallas peuvent y aller aussi pour la coupe aussi. Je sais qu'aussi, ils ont changé d'entraîneur. Je sais que leur nouvel entraîneur, c'était l'ancien assistant entraîneur des Oilers, qui était Glenn Gultuzin, dans le fond. OK, je le connais pas. Ah, OK. C'était un ancien entraîneur aussi des Flames aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Glenn Gultuzin. Mais je sais que le problème aussi à Dallas, par exemple, quand il y avait de la misère à passer la finale de l'Ouest, le coaching staff, par exemple, j'avais un petit peu de misère en Peter DeBoer parce que je sais que j'avais souvent remarqué que DeBoer, la plupart du temps, quand il coachait les Golden Knights, les Sharks, même aussi les Stars, la plupart du temps, il se rendait en finale de l'Ouest facilement. Mais lorsque la finale de l'Ouest arrivait, ben là, c'est là que tout allait mal. Puis, ouais, puis ça, là, tu sais, écoute, je vais avoir des questions à te poser sur les Oilers, mais pour l'instant, il n'y aura pas avec les Oilers. Là, mais tu sais, regarde Paul Morris. Là. Il y a quelque chose dans ce gars-là. Il y a quelque chose qui fait que tu as le goût de travailler pour lui, qui fait que tu crois en ce que tu fais. Puis moi, John Cooper, c'est un gars que j'aimais beaucoup aussi pour ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'on s'en va vers ce genre de coach-là qui sont beaucoup des motivateurs, qui sont très psychologiques, puis peut-être un peu moins stratégie hockey, j'aimerais dire. C'est ça. Puis peut-être, est-ce que c'est ça que ça prend aujourd'hui? Parce que c'était qui? C'était Rick Tocchet en entrevue un moment donné qui disait, tu sais, les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans la ligue sont tous bons. Tu sais, c'est des gars qui ont un talent de fou. Fait que ce qu'il faut, c'est de leur donner un but commun, puis une structure qu'ils vont comprendre, puis qu'ils vont être capables de suivre. Puis je pense que tu es capable d'accomplir de très grandes choses quand tu as un coach qui est capable de juste rallier toute ton équipe ensemble. Puis les Stars, c'est peut-être ça qui manquait, je ne sais pas, mais c'est une équipe qu'ils ont la force de résister. Ils sont capables défensivement de résister à la puissance offensive des Oilers. Ils sont capables de le faire. Mais on dirait qu'en finale de conférence, ça ne marche plus. Puis j'ai hâte de voir. Mais là, c'est ça, je voulais savoir, là, les Oilers, tu as eu quand même le droit, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as eu le droit à 2 finales de Coupe Stanley. Comment ça va avec les Oilers? Eh boy, je sais qu'en 2024, par exemple, je croyais pour les Oilers, surtout avec la remontée de 0-3, mais cette année, oublie ça. Là, on dirait qu'ils étaient moins... ils l'ont vraiment échappé solide, là, selon moi. Là. Puis, surtout le 5e match. Là.
Ouais, puis tu sais, moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que, tu sais, justement, McDavid avait réussi à faire comme un speech, ou je sais pas trop, là, mais whatever, et ça l'avait motivé toute son équipe, là. Ils ont presque fait une remontée historique, là. Mhm. Comment une équipe qui a affronté autant d'adversité en finale s'est écrasée comme ça cette année? C'est ça que j'ai de la difficulté à saisir, parce que les Oilers C'est sont ça. capables d'amener ça en 7. Mhm. C'est vrai le pire. Puis ça serait quoi, d'après toi, qui est différent cette année qui fait qu'on a manqué d'énergie versus l'année passée qu'on a fait quelque chose de presque historique? Ben, je pense qu'honnêtement, du côté des Oilers d'Edmonton, l'année passée, la différence entre l'année passée et cette année, c'est parce que l'année passée, les Oilers, oui, affrontaient des bonnes équipes, mais les séries étaient un petit peu plus longues. Puis, comme contre les Kings, c'est sûr que ça avait fini en 5. Ça, c'était une série quand même assez facile. Mais contre les Canucks, par exemple, c'était quand même une équipe assez dominante qui ont quand même donné du fil à retordre face aux Oilers. Ça a quand même terminé en 7. Contre Dallas, c'était la même chose. Ils ont quand même donné du fil à retordre contre les Oilers, puis les Oilers ont réussi à tenir le coup. Mais en finale, contre les Panthers, ils ont réussi à remonter tout ça. Tandis que cette année, les Kings, les Oilers ont commencé à s'effondrer tout de suite devant les Kings les 2 premiers matchs. Après ça, tout allait bien, mais après ça, dans les autres séries après, les Oilers ont été une machine de guerre contre Vegas. Ils ont gagné en 5. Contre Dallas, c'était la même chose. Puis quand ils ont été en finale de la Coupe, on dirait qu'ils ont été un petit peu trop confiants pour la finale en voulant dire qu'ils ont gagné contre Vegas en 5, ils ont battu Dallas en 5. Ils pensaient avoir les Panthers assez facilement. Fait que je pense que c'est peut-être ça. OK, fait qu'ils étaient convaincus que là, c'était l'année, puis peut-être qu'ils ont relâché un peu à cause de ça, là. Ouais, c'est peut-être ça. Puis là, il faut que je te donne quelque chose, John. Parce que cette année, là, honnêtement, il y a une seule équipe qui m'a fait mentir du début à la fin, et c'est les Oilers. Parce que en première ronde, j'étais 7-8. OK. J'avais dit les Kings. en deuxième ronde, j'étais 4-3. OK. Deuxième ronde, c'était contre qui déjà? Vegas. OK, Vegas, puis après ça, Dallas. Fait que Vegas, moi, j'avais mis Vegas gagnant. Dallas, j'ai mis à la coupe. Fait que là, j'avais pas le choix de les mettre gagnants aussi. Il y a juste en OK. finale que j'ai eu une bonne prédiction. Parce que j'ai mis les OK. Panthers, évidemment. Tu sais. Là, je l'ai eu. Mais les Oilers m'ont surpris tout du long des séries l'année dernière parce que là, moi, c'est un point de vue externe. C'est sûr, c'est une équipe que je ne suis pas autant que toi, tu vas la suivre. Mais moi, je trouvais que c'est une équipe qui était, instable. C'est une puissance offensive, mais qui n'a pas une structure de jeu défensive suffisante. Puis Exactement. que ton capitaine a besoin de sortir dans les médias pour dire qu'on a confiance en notre gardien, c'est pas bon signe. Là, parce qu'en quelque part, pour qu'il aille à le faire, c'est parce qu'il y a des faiblesses quelque part. Puis moi, je veux pas blâmer que les gardiens. Je pense que les gardiens paraissent bien dans des systèmes qui sont solides. Mais en même temps, du côté d'Edmonton, on a tellement de talent offensif qu'on veut que les gars soient créatifs et qu'ils prennent des chances. C'est ça. Fait que moi, j'avais pas confiance du tout aux Oilers à cause du manque de système défensif. Puis ils m'ont prouvé wrong parce que les Kings avaient un meilleur système qu'eux, puis crime, ils ont passé. Les Golden Knights, je pense que c'est une équipe qui est faite pour les séries points. Là, c'est une équipe qui est complète. Ils les ont passés. Les Stars, très solides, d'habitude défensivement avec un bon gardien. Ils les ont passés. Fait que là, j'ai comme fuck la défensive, là, ça marche pas en playoff. Là. Ben écoute, moi c'est sûr que moi je pensais que les Oilers contre les Kings, je pensais que les Oilers allaient j'avais mis les Oilers gagnants, je pensais que les Kings allaient donner du bon fil à retour, ils ont quand même réussi à faire face aux Oilers. Contre les Golden Knights par exemple, je m'attendais avec beaucoup de facilité parce que les Golden Knights avaient quand même régressé face à 2025 comparé à 2023 dans le fond, mais c'est plus contre les Stars que j'ai été surpris parce que j'aurais jamais pensé que les Oilers les auraient battus aussi facilement. Je m'en attendais que les Oilers allaient les battre, les Stars, parce que je connaissais très bien Peter DeBoer, surtout sa réputation, comment il était. Mais moi, je pensais que Dallas allait donner du bon fil à retordre face à Edmonton. Mais sinon, le problème du côté des Oilers d'Edmonton, oui, c'est souvent une équipe qui sont souvent portées à se baser sur l'attaque. La plupart du temps, vont souvent chercher des attaquants. Puis ils vont pas chercher des objectifs principaux comme peut-être aller chercher un défenseur défensif ou un gardien numéro 1. C'est plus une organisation qui vont souvent chercher de l'attaque pour avoir
une équipe offensive, dans le fond. Tu sais, les Oilers, c'est une équipe que tu vois souvent, là, mais moi, à chaque fois que je regarde un match des Oilers, là, je ne regarde pas 82 matchs par année, là, je suis tout le temps surpris de voir le dynamisme de cette organisation-là. C'est une équipe qui bouge beaucoup, mais tu sais, tout le monde bouge. Les défenseurs bougent, les attaquants bougent, tout le monde bouge. Mais plus que tu bouges, plus que tu as de la difficulté à te retrouver dans ton jeu défensif, puis c'est juste normal. Puis à la fin de la journée, tu sais, Mathias Ekholm est un défenseur, pour moi, qui était un des meilleurs avec Nashville. Là. C'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue, très intelligent, très responsable. Puis ça devient compliqué avec les Oilers parce qu'ils ont une dynamique de mouvement. Fait que c'est super, ça donne un show qui est extraordinaire, mais tu sais, je me pose quand même la question, on n'ira pas avec John Tortorella qui va te dire que tout le monde est responsable dans sa zone, incluant les grandes vedettes. On n'ira pas jusqu'à là. Mais il faudrait que, je sais pas, il faudrait qu'on ait, à la limite, la même vieille structure, là, 3e ligne, 4e ligne, défensive. Puis peut-être que ça l'aiderait parce que, tu sais, moi, en série, je vois souvent l'équipe qui a les meilleurs joueurs, elle va la mettre sur la glace. On ne met pas les meilleurs contre eux. On met les plus défensifs contre eux. Fait que, mettons que... je lance ça de même, mais ça n'arrivera pas. Andy Kopitar serait un centre avec les Oilers. Je pense que ça l'apporterait plus de force à cette équipe-là. Il est capable offensivement, mais c'est un gars qui est très intelligent dans son jeu défensif. Fait que, je pense qu'il faudrait qu'on ait ce genre de joueur-là, un gars très intelligent défensivement, qu'on pourrait utiliser contre les plus gros trios de l'autre bord, justement pour faire le step. Les Oilers, ils n'ont même pas besoin d'un step de plus, ils sont rendus en finale. Là, fait que juste gagner le match de plus qui leur permet de toucher à la coupe. Là. Ouais, exactement. Ben, je sais qu'aussi, du côté des Oilers d'Edmonton, je sais qu'ils ont fait un petit peu de changement aussi devant les coachs à Edmonton. Je sais qu'ils ont changé de coach défensif puis de gardien aussi. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner avec ce changement-là. Mais effectivement, tu as vraiment raison. Du côté des Oilers d'Edmonton, ça leur prend, il leur manque pas gros non plus. Pour enfin remporter une Coupe Stanley. Je sais qu'aussi, une chose, par exemple, que je suis vraiment content à Edmonton, c'est qu'ils ont laissé partir Corey Perry. Parce que on sait très bien... Hein? Tu l'aimais pas? Non, c'est pas ça. C'est parce que Perry, oui, c'est un bon joueur. Il est capable de donner du caractère. Excellent joueur, très important. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand il va en finale de la Coupe, la plupart du temps, perd tout le temps en finale. Ah, OK. Oui, la malédiction. C'est ça, c'est pour ça. Je voyais pas où ça s'en allait. OK. Ben oui, ben t'as raison, c'est vrai. Je veux dire, c'est fou le nombre d'années que c'est rendu en finale et qu'il n'a pas gagné. Et aussi improbable soit-elle la finale avec le Canadien, là, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui est voyant en finale de la Coupe. Ben, tu sais, il s'est rendu jusqu'à là puis il s'est fait ramasser en finale. Là. Fait que c'est vrai, t'as un point, mais c'est quand même un gars qui est dérangeant en série. Là. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis je suis curieux aussi, ton avis sur Evander Kane en séries éliminatoires, l'impact qu'il y a eu pour l'équipe. Ben, c'est sûr que Evander Kane, selon moi, ça a plus été un joueur important au sein de l'équipe. Il apportait du jeu physique. Il donnait quand même des bonnes mises en échec, mais le problème, c'est qu'il pognait souvent beaucoup de pénalités. C'est pas terrible en série, ça. C'est ça. C'était beaucoup l'indiscipline qu'il y avait du côté d'Evander Kane. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'ils l'ont échangé aussi. Parce que oui, honnêtement, c'est bien avoir du jeu physique, du jeu défensif, du jeu offensif, mais ça prend aussi de la discipline aussi parce que sinon, les autres équipes vont en profiter de l'avantage numérique, dans le fond. Oui, ben, tu as raison, mais moi, c'est la question, c'était surtout que je trouve que c'est un gars justement qui est utile en série, c'est un gars qui est capable de faire mal, puis c'est un gars qui est capable de se battre si besoin il y a, puis surtout dans l'identité des Oilers, c'est une équipe qui aime patiner, puis c'est un gars qui est capable de suivre le tempo. Tu sais, Corey Perry, c'est un peu comme l'opposé, c'est un gars qui patine pas beaucoup, je trouve qu'il fitait bof dans ce style de jeu-là. Evander Kane, je trouvais qu'il fitait bien. Puis, ben, tu as peut-être raison, là, ça se peut qu'il ait pogné beaucoup de pénalités, là, je sais pas, moi, j'avais pas remarqué. Si tel est le cas, ben là, oui, effectivement, là, on est mieux de passer à l'appel suivant parce que tu veux pas être en désavantage en série, tu veux pas. Exactement. Je suis curieux de savoir, par exemple, le contrat de Trent Frederick. Je sais que j'aime bien le salaire, mais par exemple, la question que je me pose, c'est la durée de contrat, par exemple.
8 ans, 3 millions. Oh, 8 ans. 8 ans, c'est quand même assez long là, pour. Ouais, ben en même temps, tu sais, ça dépend, là, justement, si c'est un gars qui est capable de gérer son énergie comme Corey Perry l'avait fait. Frederick, c'est un gars qui est capable de déranger. Puis, tu sais, si le gars, il réussit à amener une valeur plus en séries éliminatoires, crois-moi que tu vas être content parce que. Il y a quel âge là, en ce moment, Trent Frederick? Il y a 27. OK. Fait qu'il devrait se rendre à peu près jusqu'à sa retraite finalement. Là, 35 ans, d'après moi, ça va être pas mal sa fin de carrière. Fait que tu sais, je te dis pas qu'il va finir avec les Oilers. Là. Ça se peut qu'il parte avant, ça se peut qu'il le rachète, ça se peut qu'il whatever. Mais je pense que c'est un gars qui pourrait être intéressant parce que la profondeur des Oilers, c'est ça qui un jour va devoir faire la différence en série. Ouais, exactement. Puis peut-être aussi que ça peut être très utile pour les séries en 2026 pour Trent Frederick. Peut-être aussi qu'il peut apporter un rôle plus important après le départ de Perry et Kane. Oui, peut-être. Ouais. Je sais qu'aussi, j'ai une question pour toi. Je sais que t'aimais les Coyotes. Puisque les Coyotes sont partis, quelle équipe que tu suis? J'ai essayé au début là, le Utah Hockey Club. Okay. Première des choses, moi, je voulais voir, parce que, tu sais, les Coyotes, si tu as suivi un peu les sagas, c'est une équipe qui ils ont été abandonnés par leur propriétaire, puis ça a vraiment mal fini avec Murriello. Fait que, tu sais, cette équipe hockey-là, les coachs, les joueurs, je voulais voir comment elle a été accueillie par Ryan Smith, comment, lui et sa femme, là, comment elle a été accueillie en Utah, comment, ça allait se passer pour eux autres. Puis honnêtement, j'ai été charmé par ce nouveau propriétaire-là. Il a été présent, il a été rencontrer les joueurs, il leur a fait visiter la ville de Salt Lake City. Tu vois qu'il est investi, il donne de l'argent. Ils ont fait l'acquisition de Sergachev, là, je veux dire. Depuis le temps que cette équipe-là avait besoin d'un défenseur numéro 1, depuis Ekman Larsson qui était parti, tu n'avais plus ça. Donc, j'étais curieux de voir comment ça allait se passer. Puis là, je vais être honnête avec toi, c'est pas le même logo, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Donc, moi, j'ai suivi un peu Maverick Lamoureux parce qu'il a joué ses premiers matchs, puis il a compté son premier but, etc. Puis on dirait que quand lui est parti, j'ai comme arrêté de regarder. Là. Puis là, je suis tombé comme orphelin d'équipe. Fait que là, moi, j'ai le Canadien, que je suis presque 82 matchs par saison. Mais normalement, j'avais les Coyotes que je faisais une 60aine de matchs par saison. Et là, cette année, je n'ai pas regardé une équipe 60 matchs. Celle que j'ai le plus regardée, c'était rivaux, les Kings de Los Angeles, ou sinon les Sénateurs d'Ottawa, que j'ai regardé plus. Mais aucune de ces deux équipes-là, j'ai regardé une 40aine de matchs là, cette année. Là. Fait que je suis un peu. Peut-être que je vais retrouver une équipe. Là, les Jets, ça peut être intéressant. Là. C'est une équipe que j'aimais bien à la base. Jonathan Toews, qui est un joueur que j'adore. Fait que moi, je suis content de voir qu'il retourne chez lui. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai regardé un peu des Kings et des Sénateurs surtout. C'est vraiment bon. Je sais qu'aussi, il y a un des rivaux des Kings qui, selon moi, commence à m'intriguer beaucoup à les regarder aussi. Je parle bien entendu des Sharks de San Jose, parce qu'on sait très bien, je trouve que c'est vraiment une organisation très intéressante, qui ont vraiment des bons jeunes, surtout en McLean Celebrini, Will Smith, sinon William Eklund aussi, très intéressant, Sam Dickinson aussi. Devant le filet, Yaroslav Askarov. D'après moi, je trouve que aussi les Sharks, ça peut être une équipe très prometteur pour l'avenir. Est-ce que, selon moi, vont faire les séries d'ici quelques années? C'est possible aussi. D'après moi, selon moi, je pense qu'un retour en série pourrait peut-être être leur cas d'ici 3 ans. Je crois, selon moi, les Sharks peuvent être une équipe très intéressante suite à l'avenir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que tu vois qu'ils sont en train de bâtir alentour de leurs joueurs. Puis, des gars comme Smith, Celebrini, tu peux bâtir alentour de ça. Fait que c'est une équipe qui veut y aller une étape à la fois puis se bâtir graduellement. On ne veut pas sauter d'étape. Askarov, je veux dire, c'est peut-être un des meilleurs prospects à la position de gardien là, dans la ligue. Fait que je pense moi aussi que les Sharks, c'est une équipe qui va être à considérer solidement là, pour les séries éliminatoires. Tant mieux, je veux dire, si la Pacifique devient plus féroce,
C'est peut-être plate un peu, mais malgré que les Oilers devraient rester dominants, là, mais tu sais, il y a des équipes qui vont se tasser, il y en a d'autres qui vont prendre la place. Mais si c'est une division qui devient plus forte, tant mieux pour les partisans de la division parce qu'on joue plus de matchs entre notre propre division. Fait on voit souvent ces équipes-là. Puis les Sharks de San Jose, je pense que c'est une équipe qui a déçu à plusieurs reprises. C'était une équipe qui était très performante en saison, plus compliquée en série. Fait que peut-être que là, on veut vraiment faire les choses de la bonne façon. Et je crois, moi aussi, que c'est une équipe qu'on pourrait revoir en série dans peut-être 2-3 ans. Là, je ne sais pas trop. Là. Ouais, exactement. Puis en espérant que Macklin, Celebrity puis Will Smith fassent pas les mêmes erreurs comme Joe Thornton puis Patrick Marleau dans le passé. Ce serait quoi pour toi les erreurs les plus majeures qui ont été faites du côté de San Jose qui fait qu'on n'a pas été chercher la coupe? Je pense que c'est plus les erreurs en voulant dire que d'essayer d'être compétitif, mais en voulant dire de s'effondrer vers la demi-finale, dans le fond. Tu sais, je ne sais pas à quel point c'est une théorie qui est vérifiable aujourd'hui, puis tu vas comprendre rapidement pourquoi, mais je me rappelle qu'à une certaine époque, on disait beaucoup que les équipes qui jouent dans le Sud, tu sais, quand on arrive à l'été, les gars, ils ont la tête ailleurs. Les gars, ils veulent fêter, les gars, ils veulent aller à la plage, puis ainsi de suite. Puis l'année où les Panthers s'étaient écroulés, là, tu sais, ils avaient connu une saison de malade, là, puis ils se sont écroulés, je me souviens plus, je pense, en deuxième ronde. Ouais. On avait entendu des histoires que les gars avaient fait la fête sur la plage des soirs des veilles de match, dans le fond. Puis, alors là, tu te dis, les Sharks, est-ce que ça pouvait être le symptôme à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus en parler. Là. Je veux dire, avec la domination de la Floride, dans le sens Tampa Bay et Panthers, là, c'est dur de dire que le sable fait que les gars n'ont plus le goût de jouer en playoff. Mais est-ce qu'à l'époque de Joe Thornton, c'était quelque chose qui avait peut-être un impact? Ouais, peut-être. Ça peut peut-être être le cas du côté des Sharks de San Jose, du côté de Joe Thornton aussi. Là. Ouais, ben là, je ciblais lui là, parce que c'était un gros nom, mais ça pouvait être Joe Pavelski aussi. Là, je veux dire, dans le fond, l'équipe qui s'écroulait rendue en finale, en séries éliminatoires. Ouais, peut-être. Je sais qu'aussi, j'ai aussi une autre question concernant les Canucks de Vancouver. Suite à la situation J.T. Miller et Elias Peterson, est-ce que tu crois que Elias Peterson, sa production offensive va augmenter suite au départ de J.T. Miller suite à la saison 2025-2026? Je serais porté à dire que oui. D'après moi, déjà en partant, il y avait, je sais pas, là, ça se contredisait. Là, il y avait des rumeurs que ça n'allait pas bien dans le vestiaire. Après ça, les gars, ils disaient que oui. Puis bon, mettons que ça n'allait pas bien dans le vestiaire. Mettons que les gars ne s'entendaient pas bien. J.T. Miller, c'est pas la première fois qu'on entend parler qu'il y avait des problèmes dans le vestiaire. Fait que, est-ce que Elias Peterson va se sentir libéré? Là, il va avoir plus de responsabilités parce que Miller prenait beaucoup de place. Là. Fait que, peut-être que là, vu qu'on va être vraiment, c'est notre centre numéro 1, puis c'est lui qui va pousser le premier avantage, c'est lui qui. Fait que peut-être ce mouvement de confiance-là va pouvoir lui donner à lui l'opportunité de briller plus, parce qu'on ne se le cache pas, là, c'est un talent offensif, Elias Peterson. Là, fait que je pense que c'est une question de confiance, puis peut-être de force physique un peu aussi. C'est un gars que je trouve un peu fragile, mais je pense que c'est une question de confiance pour lui. Alors, je serais porté à dire que d'après moi, oui, là, sa production offensive va augmenter, puis peut-être même de façon significative. Ah, ok, c'est bon ça. T'es-tu d'accord? Ouais, moi, j'avoue que moi, j'ai un point d'interrogation suite à Elias Peterson, pour vrai. Je sais pas si ça va être le cas du côté de Peterson, s'il va être meilleur offensivement. Peut-être que ça peut arriver, peut-être que non. Je sais qu'aussi J.T. Miller, c'est un type de joueur qui est un gagnant aussi. Il veut souvent gagner. C'est vraiment un winner, surtout avec l'équipe de USA, dans le fond, dans les 4 nations aussi. Je sais qu'il s'était battu aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour Elias Peterson avec les Canucks s'il va être. Je veux juste revenir sur la bataille, là, les 4 nations. Là, c'était un peu stagé, là, ou dans le sens, je pense pas que les combats étaient. Qui allait gagner était prévu, mais c'était stagé de savoir qui allait dropper. Là. Ouais, c'est vrai. Là. La conversation de groupe, là. Moi, ça m'a donné un bon show, j'étais bien content. Là. Mais la conversation de groupe entre les boys qui disaient à soi, on drop tout en même temps. Je pense que ça l'a un peu. Mais c'est ça. Tu sais, c'est difficile de dire là, que
H. Peterson va rester à cette production-là. On parle d'une quarantaine de points l'année passée. C'est un gars qui est capable d'en faire 100. Fait que je peux pas croire qu'il va rester dans une cinquantaine de points. Je pense que c'est un gars qui est capable de retrouver des standards à 70, 80, peut-être 90, 100. OK. Mais à savoir, c'est sûr, non, je ne sais pas moi non plus comment ça va se passer là, du côté de Vancouver, mais d'après moi, oui, il devrait augmenter sa production. OK. Selon toi, est-ce que les Devils du New Jersey vont s'améliorer comparé à la saison dernière? Ben, s'il n'y a pas de blessés, oui, c'est sûr. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Puis, tu sais, si tu ne perds pas tes joueurs les plus importants, ben, tu es capable de faire une grosse poussée, ça, c'est sûr et certain. Les Devils, c'est une équipe qui peut être dans la compétition des 3 premiers dans la métropolitaine. Fait que, tu sais, considérant évidemment que là, les Rangers ne sont pas là ou whatever, ou que les Capitals vont sortir, parce qu'à un moment donné, les Capitals vieillissent aussi, là, fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent. C'est ça. Donc, tu sais, d'après moi, les Devils, c'est une équipe qui est une équipe de l'avenir. C'est une des équipes qui va prendre la place des Capitals de Washington quand ils vont s'écrouler ou prendre la place des Rangers s'ils s'écroulent. Fait que moi, je pense que oui. Là, je pense que les Devils, on en a pour une couple d'années à en entendre parler parce que c'est une organisation qui a énormément de talent. Puis, tu sais, toi, tu l'as connu beaucoup, Jacob Markstrom, là, mais je pense que c'est un gardien qui peut mettre l'équipe en confiance. Fait qu'ils ont une puissance offensive, ils ont des défenseurs intéressants. Je pense que c'est une équipe qui va faire partie du top 3 de la métropolitaine pour les années à venir. Oui, exactement. Puis, honnêtement, je sais que les Devils du New Jersey, selon moi, s'ils n'ont pas de blessés, ils vont être très forts, ils vont être très intéressants. Ça va être, d'après moi, une des équipes contender pour la Coupe d'ici les années à venir. Si le club reste en santé. Moi, je sais que je les avais mis premiers de la division métropolitaine. Si l'équipe pas de blessés. Oui, mais c'est réaliste. Ça. Parce que si je ne fais pas erreur, c'est-tu Hughes qui a manqué comme la fin de saison. C'est quand même ton joueur qui est le joueur le plus important pour la production offensive, évidemment. C'est un manque. Puis de souvenirs, j'y vais avec ma mémoire. Puis il me semble qu'à partir du moment où lui est parti, c'était genre une des pires équipes de la Ligue. Donc, il était une des meilleures de la Ligue quand il était là, une des pires quand il n'était pas là. C'est ça. Moi, je pense que c'était très réaliste. Peut-être pas premier, mais dans la course pour les premiers spots, très réaliste de voir les Devils. Ouais, exactement. Puis je sais qu'aussi, c'est ça qui a vraiment manqué du côté des Devils du New Jersey pour Jack Hughes. Si Jack Hughes avait été là, je ne sais pas si les Devils auraient passé les Hurricanes, mais je pense qu'il aurait donné pas mal plus de fil à retordre avec Jack Hughes que sans Jack Hughes, en fait. Ouais, ça finit en 5, si je ne fais pas erreur. Genre 4-1, fait que tu sais, d'après moi aussi. D'après moi, il aurait été capable d'aller chercher peut-être un petit 2 victoires de plus puis faire 107 finalement, plutôt que de s'éclipser aussi rapidement face au Hurricane. OK. Selon toi, est-ce que tu crois que les Capitals de Washington vont être une équipe encore compétitive en 2026? Ben, peut-être là, un peu compétitive en 2026, mais c'est une équipe qui s'en va vers son déclin et je ne crois pas qu'ils vont répéter la même saison qu'ils ont connue cette année. Mais en même temps, je les voyais pas où ce qui était puis ils m'ont surpris. Fait que peut-être qu'ils vont me surprendre encore cette année. Mais je fais partie de ceux qui croient qu'on a poussé beaucoup pour le record d'Ovechkin. Fait que moi, je pense qu'on va manquer de gaz à un moment donné du côté de Washington. Puis j'ai l'impression que ça pourrait déjà se voir cette année. Ovechkin, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est sa dernière année de contrat où il reste 2 ans. C'est cette année, la dernière? Fait que, si tel est le cas, on va peut-être essayer d'y offrir une belle dernière saison, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est vraiment sur son déclin. Les Pingouins sont un peu plus sur le déclin que les Capitals à mes yeux. Mais les Capitals, moi, je pense que c'est une des organisations qui s'en va tranquillement. OK. Moi, honnêtement, je pense que les Capitals vont encore connaître une bonne saison. Je pense qu'ils vont finir encore dans le top 3, mais ne seront pas aussi dominants comme l'année passée. Top 3 de la Ligue ou top 3 de la division? Là? Division. OK. Sinon, je sais qu'aussi, j'ai regardé quelques matchs pour les Capitals du côté des Capitals de Washington parce que je sais que les Capitals, c'est ma deuxième équipe favorite après les Oilers, dans le fond. Puis je sais qu'aussi, j'avais remarqué qu'il y avait quand même des jeunes assez intéressants, surtout Ryan Leonard qui peut progresser. Sinon, Alexia Protas aussi qui peut être intéressant. Sinon, je sais qu'aussi Rasmus Sandin aussi à la défensive, ça peut réellement aider. Je sais qu'aussi Washington ont vraiment des éléments vieillissants, mais en même temps, ils ont quand même de la relève. Je pense pas qu'ils vont être contenders pour la Coupe d'ici les années à venir.
ils vont peut-être être en série, mais si peu, mais je pense pas qu'ils vont être une dominance comme l'époque de Ovechkin. Yes, non, ça m'est. Ben, malgré que, encore là, on ne sait jamais. Là, ils m'ont Ouais, surpris l'année passée, ils pourraient me surprendre encore cette année. Mais tu sais, je sais pas. Du côté de Washington, c'est pas une équipe dans laquelle je mets beaucoup de confiance. Mais tu vois, tu viens de me rappeler Protas. J'avais oublié celui-là. Puis c'est un gars qui est dérangeant par sa présence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, puis la signature de Jacob Chychrun, c'est vrai. Chychrun qui a signé pour plusieurs années. On s'assure d'avoir un remplaçant à Carlson, j'aimerais dire. Tu sais, Carlson, peut-être que ça va descendre un peu au niveau de la production. Fait que Chychrun va être le défenseur offensif, le défenseur numéro 1 de l'équipe. Je pense qu'on voit l'équipe compétitive encore pour plusieurs années du côté de Washington. Exactement. Selon toi, est-ce que d'ici 2-3 ans, les Hurricanes vont remporter une Coupe Stanley? Les Hurricanes, c'est l'organisation qui est tellement bonne puis qui se rend jusqu'en finale de l'Est, puis après ça, ça ne marche plus. C'est un peu comme les Stars. Et je me dis, il faudrait à un moment donné que ça arrive, mais tu sais, c'est quoi qui leur manque? Est-ce que les ajouts qu'on a faits vont être suffisants pour se rendre en finale et gagner la Coupe parce qu'ils ont la structure de jeu? C'est une équipe que quand tu les regardes jouer, ils peuvent totalement désamorcer une autre organisation. Excuse. Ouais. Puis je me rappelle pas c'était qui. Il y avait un coach qui avait mentionné ça. Il avait dit c'est l'équipe la plus facilement prévisible parce que qui gagne ou qui perd, ils stick toujours to the plan. Fait qu'ils sont faciles à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils donnent du fil en retard pareil. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que c'est un peu la même chose que les Stars de Dallas. C'est une équipe qu'il faudrait bien qu'ils gagnent un moment donné. On a fait des acquisitions importantes. Moi, je persiste et je signe. Heller, c'est un gars qui peut produire offensivement, très responsable aussi dans son jeu. Puis qui est Andrew Miller, moi, c'est un défenseur que j'aimais beaucoup du côté des Rangers. Je ne sais pas tant pourquoi. Ils devaient avoir leur raison, pourquoi ils l'ont laissé partir. Fait que je pense qu'on a fait des belles acquisitions du côté de Hurricane. On a le talent. On devrait être capable de le faire, mais tu sais, des fois, il manque le petit grain de sel de plus qui fait que. Ouais, peut-être. Même moi aussi, moi je pense que d'ici quelques années, ils peuvent remporter une Coupe Stanley. Je sais qu'aussi, les Hurricanes, il y avait eu un problème pour un deuxième centre. Je crois qu'ils l'ont réglé, surtout avec l'ajout de Logan Stankoven. Selon moi, il peut progresser de plus en plus avec les Hurricanes. Selon moi, je sais qu'il a quand même offert des bons services avec la Caroline en série. Peut-être qu'il peut progresser et devenir aussi un centre qui peut opter pour un rôle plus important comme deuxième centre. Puis comment tu te sens, toi, par rapport à toute l'espèce de feuilleton qu'il y a eu avec Rantanen, qui a passé finalement en Caroline, puis qu'il est reparti aussitôt? Ben, je pense que peut-être qu'avec la Caroline, peut-être qu'il se disait que c'était pas sa place. Je sais qu'aussi la Caroline puis les Stars, c'est pas un style. C'est peut-être un style de jeu quand même assez différent. Peut-être que Rantanen voulait peut-être être dans une équipe qui était dans un style de jeu plus offensif, puis peut-être qu'il n'y avait pas sa place avec la Caroline. OK. Ça se peut. Ben lui, il a dit qu'il ne fitait pas dans la mentalité de la place. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Pourtant, je regarde cette Jarvis, puis je veux dire, il produit. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, je suis un peu déçu de Rantanen dans ce move-là, mais en tout cas. Ouais. Selon toi, est-ce que tu crois que les Sabres de Buffalo vont rater les séries pendant 20 ans consécutifs? Ils sont rendus à combien? 17, 18? 14. OK. Ben, écoute, 6 ans de plus, ça m'étonnerait. Il va falloir au moins qu'il fasse une ronde, je peux pas croire. Mais c'est une équipe qui est tellement mal bâtie. Puis pourtant, là, sur papier, il y a du talent dans cette équipe-là. C'est ça. Puis, rappelle-toi, là, ils ont eu dans leur équipe le centre numéro 1 de Vegas, Eichel. Ils ont eu dans leur équipe Monsieur Sensation, Ranhart. Ils ont eu des joueurs exceptionnels. Puis pourtant, je sais pas, ils forment mal, ils entourent mal, ils jouent mal. Il y a peut-être une malédiction sur la ville, je sais pas. Mais non, je pense pas. Je crée bien qu'à un moment donné, ils vont faire les séries. Là. Je peux pas croire qu'il y a encore 6 ans d'affilée à ne pas faire les playoffs. Là. C'est une équipe qui, au niveau du talent, du jeune talent, ils ont du talent.
Mais la compétition va être féroce. Là. Dans l'Atlantique, Ouais, ça va être féroce. Fait que ça va être compliqué. Ils vont peut-être les faire, mais ça va être compliqué. Mais j'ai bon espoir. D'ici 20 ans, j'ai bon espoir. OK. Moi, je pense que, ben honnêtement, je sais que les sortes de Buffalo, ils n'ont pas. Oui, ils ont essayé de bâtir une culture gagnante, surtout une équipe sur papier qui était super forte, comme en 2020-2021, dans le fond. Surtout qu'il y avait un certain Jack Eichel, il y avait un Sam Reinhart, il y avait un Linus Ullmark, il y avait un Rasmus Dahlin. Même aussi, il y avait acquis quand même des éléments très intéressants. Puis ça n'a rien donné du côté de Buffalo. Si ça continue comme qu'ils font, dans le fond, présentement, je crois qu'ils pourraient rater les séries pendant 20 ans consécutifs. Mais s'ils veulent vraiment faire les séries, il va falloir qu'ils changent de mentalité Ouais. parce que Buffalo, tout va mal. Je suis même pas sûr si Rasmus Dahlin va rester là si Buffalo continue à perdre comme ça. Puis je sais que sous 14 ans, Buffalo, ils ont passé proche 2 fois de faire les séries. Puis le reste du temps, c'était des saisons exécrables. Ouais, puis c'est de voir à quel point aussi, quand les gars partent de Buffalo, qui performent, c'est ça qui est un peu. C'est ça. C'est symptomatique, là, je veux dire, tu le vois qu'en quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas à Buffalo. Là. C'est ça. Je sais pas, on n'est pas assez focusé sur le hockey, aucune idée. Ah, ok, ouais. Selon toi, est-ce que tu penses que Rasmus Dahlin va partir de Buffalo? Oui, si l'équipe reste dans sa médiocrité, moi je suis convaincu que oui. Là. À un moment donné, il va demander un échange. Là. Je peux pas croire que justement, c'est un défenseur qui est un défenseur élite dans la ligue. Là. Le gars, à un moment donné, il va vouloir gagner. Puis c'est bien beau de dire on a du potentiel, mais le potentiel, à un moment donné, il doit pousser. Puis là, tu regardes. Exactement. Toi, tu es dans l'Atlantique, là, tu regardes. Puis là, tu vois les sénateurs d'Ottawa qui ont fait les séries. Tu vois le Canadien qui ont fait les séries. C'est quand mon tour à moi. Là. Moi aussi, je veux les faire à un moment donné. S'il faut que les Red Wings, fassent les séries, là, il va regarder ses coéquipiers, il va faire comme pourquoi nous, non? Donc, je pense que oui, éventuellement, si l'équipe ne rentre pas en série et qu'elle n'est pas compétitive, c'est clair que ce gars-là va vouloir faire ailleurs aller voir ailleurs parce que au final, quand tu es un joueur de hockey, ce que tu veux, c'est gagner puis tu veux la coupe. Fait que tu ne l'auras pas là, tu vas essayer ailleurs. Exactement. Puis c'est la même chose comme Jack Eichel avec Buffalo. Oui, il a été patient, mais à un moment donné, il a décidé de cette année de Buffalo. Il demandait souvent des transactions, puis tu vois, il a été transigé à des sortes de Buffalo. Il s'est ramassé avec les Golden Knights. Il a réussi à remporter une Coupe Stanley. C'est la même chose aussi pour Ryan O'Reilly puis Sam Reinhart aussi, qui, honnêtement, étaient des éléments très intéressants. On demandé des transactions, puis on remportait la coupe ailleurs. Là. Ben, par contre, je vais apporter un petit point de plus là, dans le cas de Eichel. Il y avait un conflit par rapport aussi à une opération puis une blessure qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment un conflit direct avec l'organisation. Fait que le gars était peut-être écœuré de perdre, là, mais il y avait des raisons qui étaient aussi des raisons personnelles de vouloir quitter cette organisation-là qui ne respectait pas son choix à lui. Il voulait le forcer à. Puis lui, il a voulu sortir de là. Puis honnêtement, chapeau à lui parce que je veux dire, aujourd'hui, beaucoup moins de pression. Il est dans une équipe qui a énormément de talent. C'est une équipe que, lui, il performe très bien, mais il n'a plus toute la pression de performer vraiment, d'être le seul à performer dans l'équipe. Puis il y a eu gain de cause là, à la fin de la journée. Puis dans le cas de Sam Reinhart, Sam Reinhart, c'est un gars qui allait pas mal, mais il reste qu'à la fin de la journée, peut-être qu'il ne voyait pas, lui non plus, son avenir avec une organisation qui ne gagnait pas. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je veux dire, très, très, très utile à la Floride. Là. Ouais, exactement. Là. Je sais qu'aussi, je vais maintenant poser une question. Selon toi, parmi les équipes de la Ligue nationale de hockey, quelles sont les 3 équipes que tu ne voudrais pas jouer si tu étais un joueur de la Ligue nationale de hockey? Et quelles sont les équipes que tu voudrais jouer si tu étais un joueur de la Ligue nationale de hockey? Ah, wow. OK, mettons, moi, je serais un joueur de la Ligue nationale de hockey. Je n'irais peut-être pas nécessairement en ordre, OK? Mais une équipe que, assurément, je ne voudrais jamais jouer, c'est les Sabres de Buffalo. C'est une équipe qui n'a pas de mentalité de gagnant. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, là, mais les gens riaient des Coyotes parce qu'il n'y avait personne dans les estrades. Il n'y a personne à Buffalo. Puis Buffalo s'est collé sur le Canada. Donc, il devrait avoir des gens. Il n'y a aucune effervescence du côté de Buffalo. On ne croit pas du tout à une équipe, ou du moins, on n'a pas des antécédents d'une équipe gagnante. Je ne voudrais pas jouer à Buffalo parce que je ne veux pas jouer pour une équipe
qu'on abandonne. Patrick Laine, là, c'est peut-être vrai ce qu'il a dit. Là. Ouais, quand il parlait des Blue Jackets, puis qu'il disait que c'était une équipe qui ça leur dérangeait pas de ne pas faire les séries, là, Buffalo, c'est peut-être ça. Là. Fait que moi, c'est sûr et certain que je ne veux pas jouer avec les Sabres de Buffalo. Ensuite de ça, une équipe pour laquelle je te dirais que j'aimerais pas jouer, qui n'a pas nécessairement de lien avec l'équipe à proprement dit, mais c'est surtout la situation, ce serait les Stars de Dallas. Parce que moi, le Texas, c'est vraiment un état qui m'intéresse zéro puis une barre. Fait que j'aurais pas le goût de jouer dans ce genre de place-là parce que c'est pas ma mentalité, c'est pas mon identité. Donc, moi, je serais moins intéressé d'aller du côté de Dallas. Et sinon, the worst, les Maple Leafs de Toronto. Okay. Pression. Écoute, première des choses, quand tu es un joueur de hockey, tu n'as pas un salaire de millions par année. Okay? Fait que tu ne vas pas avoir une aussi grosse maison à Toronto que si tu jouais à San-Jose, mettons, qui est une ville plus petite. Je pense que Toronto, ton habitation n'est pas avantageuse, tes taxes ne sont pas avantageuses, tu as les pires partisans de la Ligue, je le dis ouvertement, je les aime pas, mais tu as les pires partisans de la Ligue, tu as des journalistes qui tombent dessus. Tu sais, moi, je regardais là, des conférences de presse des Coyotes, il y avait 3 journalistes dans le vestiaire. 3! Eux autres, ils en ont genre 50. Fait que, tu sais, c'est dur à gérer ce genre de situation-là. Puis moi, de voir un gars comme, c'était qui avait dit ça déjà? C'est un défenseur, je ne me rappelle plus, mais un défenseur des Leafs qui avait quitté en disant « Je ne veux plus jouer dans une pression comme ça. » Puis, tu sais, je comprends parce que ça doit être horrible de jouer dans une pression comme celle du marché de Toronto. Est-ce que tu veux que je nomme tout de suite les 3 équipes avec qui je voudrais jouer ou tu veux y aller avec les 3 que tu ne veux pas? Je vais y aller avec les 3 que je ne veux pas. La première équipe que, honnêtement, je ne voudrais pas jouer si j'étais un joueur de la Ligue nationale de hockey. Écoute, je vais y aller avec les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo, c'est pas une équipe qui a une mentalité de gagnant. Si j'avais été repêché par les Sabres, c'est sûr que je demanderais une transaction parce que, ben honnêtement, je suis un style de joueur qui veut gagner. Je serais un gagnant suite à ça. L'autre équipe, honnêtement, je vais peut-être en surprendre une coupe, mais ben honnêtement, c'est quand même assez vrai. Ce serait les Canadiens de Montréal. Pourquoi? Parce que j'adorerais jouer avec les Canadiens de Montréal, mais la raison, c'est parce que vu que je suis québécois et surtout avec les Canadiens, les Québécois, fait que j'aurais un petit peu trop de pression suite à ça du côté du Canadien de Montréal suite à ça. Sinon, une autre équipe. Avant que tu passes à une autre équipe, moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais eu la chance à un moment donné de faire une entrevue avec Steve Bégin qui a joué pour le Canadien. Puis Steve Bégin, si tu l'as connu, c'est un joueur d'énergie. C'était pas un joueur de haut talent. Puis lui, ce qu'il m'avait dit, j'ai jamais ressenti la pression de jouer à Montréal. Il dit, c'est simple, les partisans du Canadien connaissent leur hockey. Ils voient que si tu mets ton cœur sur la glace, ils vont pas t'en vouloir. Puis je pense que c'est ça la mentalité qui est à avoir parce que je sais pas comment toi tu le vois, mais tu sais, Joe Drouin, on nous l'a amené comme un espèce de dieu sauveur puis qu'il allait faire 90-100 points. C'est sûr que la pression beaucoup là, sur ce gars-là. C'est ça. Mais t'as-tu vu Samuel Montembeault? Lui, là, il est comme, je vis ma best life, puis fuck off le reste. Hey, c'est le gardien du Canadien, puis il est québécois, puis il vit sa best life. Fait que moi, je me dis, je crois que si tu es sincère dans ton effort, les partisans vont t'aimer et tu ne devrais pas avoir trop de pression. C'est mon point de vue. OK. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y avec ton... OK, pas de trouble. C'est peut-être ça. Si, admettons, j'aurais une mauvaise passe, dans le fond, concernant aussi les partisans, dans le fond. C'est ça que je veux dire par là. Oui, ça, je comprends. Là, c'est exemple, toi, tu lis beaucoup ce qui se dit sur les réseaux. Tu lis c'est ça. Là, ça doit être des fois un peu démoralisant. Je te conseillerais de déconnecter ton Internet. Exactement. Sinon, une autre équipe que je ne voudrais pas jouer si j'étais un joueur de la Ligue nationale de hockey, ça serait les Jets de Winnipeg. Pourquoi? Écoute, les Jets, oui, il y a une équipe très puissante en saison régulière, mais en séries éliminatoires, on dirait que tout s'effondre. Surtout avec Connor Hellebuyck qui, en série, en arrache beaucoup. Fait que, selon moi, puis on dirait que les Jets... on dirait qu'ils n'ont pas d'identité en séries éliminatoires. Déjà que, oui, ils ont affronté les Blues en série, mais ça trouve pour qu'ils les battent. Fait que... Ouais, disons que les Jets, ça fait une couple d'années quand on est décevant en séries éliminatoires, puis tu fais très très bien de le mentionner parce que Connor Hellebuyck, je veux dire, ça a été le meilleur gardien, du moins c'est lui qui a gagné le business, je fais pas erreur. C'est le gars qui est élu comme étant le meilleur gardien de la Ligue, puis je veux dire, il est méconnaissable en playoff, méconnaissable. Là. Puis tu sais, est-ce que c'est parce que on mettait beaucoup de pression sur les meilleurs joueurs? Je sais pas. Je viens de me rappeler, il a gagné une Hart. Oui.
sais, il était le joueur le plus utile à son équipe en saison régulière et ça n'a pas été le cas en playoff. C'était une autre personne. Fait C'est que, ça. tu sais, c'était un peu la même chose aux Quatre Nations. Quand j'ai vu Ouais. qu'on avait Bennington, qui lui d'habitude performe en série, je fais comme on est correct, là, on devrait s'en sortir. Je vais te laisser y aller pour les 3 équipes que tu aimerais jouer si tu étais un joueur. Ben, les 3 équipes que je t'aurais dit les Coyotes il y a 2 ans, mais là, ça ne sera pas le cas cette année. Je vais y aller, moi, avec une équipe que je sais que c'est des rivaux naturels du Canadien, mais les Bruins de Boston. Boston, c'est Ouais. une ville qui est somptueuse. C'est une équipe qui était, là, on en arrache un peu plus dernièrement, mais c'est une équipe qui était très respectueuse de ses joueurs. C'est une équipe qui était performante, qui avait une éthique de travail. Moi, j'aurais adoré jouer avec Brad Marchand. Ça a l'air d'être un chic type. C'est un gars qui a l'air d'être très drôle. Fait que j'aurais aimé ça l'avoir dans mon équipe. Puis c'est une ville de gagnants. Et je me rappelle, moi, avoir entendu en entrevue Patrice Bergeron qui disait tu as tellement des équipes performantes à Boston qu'on ne ressent pas la pression de nous. T'sais, on ressent la pression d'être une bonne équipe, mais le spotlight n'est pas tout le temps sur nous. Puis là, on parle à l'époque, il y avait Tom Brady, les Patriots, puis toute la domination des Patriots. Évidemment, tu as les Celtics aussi qui sont très forts, les Red Sox aussi, je pense qu'ils sont bons. Fait que, tu sais, c'est une ville de gagnants. Puis c'est une belle ville. C'est une ville qui est intellectuelle, c'est une ville qui est, je ne sais pas, qui est propre. À ce que je sache, il n'y a pas un taux de criminalité très élevé. Alors moi, j'aimerais ça jouer à Boston. C'est peut-être une des villes pour laquelle j'aimerais le plus jouer au travers de la ligue. Ensuite de ça, ben, moi, j'aurais été porté de dire probablement le Lightning de Tampa Bay parce que c'est une organisation qui, encore là, je ne sais pas, ils ont une bonne structure, comment ils ont bâti ça. Puis ils ont l'air d'avoir un fanbase qui est quand même intéressant pour une ville qui n'est pas si grosse. De jouer au soleil avec une équipe qui est travaillante, qui est bien organisée, puis qui performe, moi, je pense que le Lightning de Tampa Bay, ça serait probablement une de mes destinations qui serait mes destinations préférées. Puis sinon, ben, la dernière va être une de tes pires, mais assurément le Canadien de Montréal, parce que pour moi, de jouer devant ma famille, de pouvoir payer des billets à tout le monde qui puisse venir me voir, puis je suis persuadé que je ne serais pas un joueur qui serait de la trempe de Jonathan Drouin, je serais un Steve Bégin. Là, fait que je pense que le monde m'aimerait bien, là, fait que ça devrait bien aller. C'est bon, ça. Moi, dans les 3 équipes que j'aimerais jouer si j'étais un joueur de la Ligue nationale de hockey, ben écoute, la première, je joue avec les Browns de Boston. Les Browns, c'est un style d'équipe qui ils ont une mentalité de gagnant. Oui, même aussi, j'aurais bien aimé ça jouer avec Brad Marchand. Surtout que les Browns de Boston, c'est une équipe qui a un style un petit peu aussi féroce aussi. Surtout que oui, ils sont gagnants, mais en même temps aussi sont féroces. C'est sûr qu'en même temps sont en reconstruction, mais d'après moi, ce serait les Browns, la première équipe. La deuxième équipe, c'est une équipe que je déteste vraiment, surtout parce que les Oilers ont perdu contre eux en finale, mais je joue avec les Panthers de la Floride. Pourquoi? Écoute, comme un peu les Browns de Boston, c'est une équipe qui a une mentalité de gagnant. C'est une équipe qui a aussi du chien aussi. Une équipe beaucoup de caractère. Puis même, puis même moi aussi, je suis très dans le moule des Panthers pour être honnête parce que j'ai un style je serais un style de joueur qui aurait du caractère, qui serait capable de donner du cœur aussi suite aux Panthers. Sinon, une autre équipe que j'aimerais bien jouer aussi si j'étais un joueur dans la Ligue nationale de hockey, honnêtement, je vais y aller avec les Sharks de San Jose. Pourquoi? Écoute, c'est sûr que je profiterai du soleil. La Californie, c'est quand même une belle ville aussi. Fait que les Sharks, je dirais pas non. Puis c'est ça. Là. Mais tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi, exemple, les Kings de Los Angeles, c'est une équipe que j'aime bien. Mais j'aime pas particulièrement Bergevin. Fait que là, pour moi, c'est ça. En chef, le trafic à Los Angeles, là, ça m'intéresse moins soudainement. Mais les Sharks de San Jose, c'est une équipe qui risque d'être dominante. Là. Puis on fait quelque chose de beau du côté de San Jose. Ça va être à suivre. Je pense que ça fait partie des belles villes où vivre. Une ville qui serait belle aussi, c'est Vancouver. Moi, j'aime pas la pression du marché canadien. Là. Fait que je sais pas à quel point est-ce que je serais bien à Vancouver, mais c'est une très belle ville. Là. C'est une place qui va être le fun à vivre. Ouais, exactement. Mais je sais qu'aussi, j'aurais nommé les Kings, mais le problème, c'est qu'ils
perd souvent en première ronde, surtout contre les Oilers. Fait que c'est ça, c'est pour ça que ça a comme baissé. Il va falloir à un moment donné que ça change cette structure-là. Ça n'a pas de sens. Ça se fait quoi, 3 ans d'affilée ou 4 ans d'affilée, genre, qui pognent 4. Et les Oilers, les Kings, on commence à connaître la chanson. Là. Ouais. Même étant fan des Oilers d'Edmonton, je suis vraiment tanné d'affronter les Kings en première ronde. Tu as le goût d'un peu de diversité, maintenant. C'est ça. Fait que pour là, ça a fait pas mal le tour des questions. Merci Yves d'avoir venu. C'était très intéressant pour vous. Ben écoute, ça me fait plaisir, mon cher, puis encore félicitations pour ta 5e année. C'est pas toujours évident, les gens ne le savent pas, mais c'est beaucoup de travail de faire un podcast. Fait que je te lève mon chapeau parce que c'est beaucoup de préparation. Puis tu reçois des beaux invités à ce qu'on m'a dit là, très prochainement. Ah, parfait, ça! Hey, merci. T'en as un que tu m'as mentionné que j'ai hâte d'écouter, le champion, là, on aime ça. C'est bon, ça! Fait que je te souhaite une bonne soirée, puis merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. Écoute, ça me fait plaisir, mon cher. Merci beaucoup, puis bonne soirée à toi. Hey, merci, là! Salut, là! Donc, ceci fut la fin du 9e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain invité, on reçoit l'ancien invité de la 3e saison, qui est nul autre que Nicolas Urtubise. Donc, ça sera dimanche le 21 juillet. Ouais, c'est ça. Dimanche le 21 juillet à 15h. Donc, n'hésitez pas à regarder cet épisode 10 pour le podcast. Ça sera en live Facebook et publié sur YouTube. Je tiens aussi à mentionner que le 9e épisode du podcast Le Match Ultime sera publié sur YouTube. Donc, mon compte YouTube est nul autre que le Match Ultime. Donc, pour ceux qui veulent s'abonner à mon podcast, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi de liker mon podcast. Fait que je vous dis à dimanche pour le 10e épisode. Ciao!